Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour cette vidéo sur Dune Spice Wars, qui est un jeu donc de stratégie. Quel est le but de cette vidéo? Tout d'abord, ça va être une vidéo de tutoriel, comme son titre l'indique. Ça va être la première vidéo d'une série de 5 vidéos, celle-ci étant donc la vidéo d'introduction au jeu. Je vais vous parler donc qu'est-ce que Dune Spice Wars, comment ça se joue, comment ça se gagne. Et dans les 4 prochaines vidéos, on verra donc les 4 factions principales et comment elles se jouent plus spécifiquement. Donc, tout d'abord, pour se recentrer sur le jeu, donc Dune Spice Wars, c'est quoi? C'est un jeu de stratégie. Jusque là, bon, ok, ça donne pas beaucoup d'indices sur comment ça se joue. Donc pour le lancement de ce tutoriel, je vais vous montrer donc une première partie. Je vais lancer une nouvelle partie, on va partir du début, avec donc une des 4 factions disponibles, que sont la maison Atréide, les maisons Harkonnen, les contrebandiers et les Fremen. Ici, on va se concentrer sur la maison Atréide, même si la vidéo suivante sera donc leur guide spécifique. Là, on va rester dans du très générique pour la maison Atreides. Donc je vais lancer une partie. Quand vous lancez le jeu vous demande donc de sélectionner 2 conseillers parmi les 4 disponibles actuellement. Il y a un petit indicateur qui vous dit lesquels sont faciles à jouer et lesquels sont difficiles. On va partir donc avec les 2 plus simples de la faction, ceux que j'estime en tout cas les 2 plus simples à jouer, Duncan Idaho et Gurney Alec. Je vous expliquerai un peu plus tard quels sont leurs pouvoirs et pourquoi c'est les plus simples à jouer de la faction. Et on en reviendra aussi dans le prochain guide évidemment qui sera centré sur cette maison. Donc qu'est-ce qu'on peut paramétrer? On va laisser tout globalement dans les paramètres de base. On va juste régler l'IA pour qu'elle soit en moyenne. Et donc on va vraiment passer sur une partie tout à fait classique. On va rien modifier là-dedans. Donc Dune Spice Wars, comme le nom l'indique, est centré sur l'univers de Dune. Si vous ne connaissez pas l'univers de Dune, on se retrouve en fait sur Arrakis, la planète que vous voyez ici, donc qui est très désertique. Et on se retrouve donc sous le... On doit jouer une des 4 factions principales, comme je vous les ai expliqué juste avant. Et en fait, on est envoyé ici pour aller récolter une ressource qui s'appelle l'épice, que vous pouvez voir ici. Alors, vous inquiétez pas pour l'interface, je vais vous expliquer, il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est juste pour avoir un contexte général. Lapsus. Donc voilà, vous êtes envoyé sur cette planète en tant que dirigeant d'une des 4 factions, et vous avez un premier objectif qui est donc de payer une taxe tous les X temps, donc les 25 jours. Vous devez payer une taxe à l'Empire, qui est donc la faction principale humaine. Et donc vous devez payer cette taxe en fait pour avoir le droit de rester sur Arrakis. C'est littéralement la raison pour laquelle vous êtes présent sur la planète. On verra un peu plus tard comment gagner une partie, donc avec notre faction. Et donc surtout éviter que les autres réussissent les objectifs pour gagner. Et donc là on va se concentrer tout d'abord sur l'interface. Parce que l'interface, elle a l'air très chargée, là à première vue. Il y a plein de chiffres, il y a plein de données, il y a plein de graphiques. Mais, vous inquiétez pas, c'est relativement simple. Donc on va commencer tout en haut à gauche et on va juste décaler le fur et à mesure vers la droite. Donc tout d'abord en haut à gauche vous avez donc la faction que vous allez sélectionner. Donc vous allez voir qu'on a des infos, excusez-moi, des informations ici qui sont les bonus de faction. Les bonus de faction, donc les premières lignes ici, le premier bloc, sont les bonus qu'a votre faction de manière permanente. C'est-à-dire que là au lancement du jeu, j'ai déjà ces bonus disponibles. Vous voyez que j'ai une ressource ici nommée l'hégémonie. L'hégémonie, c'est quoi? C'est un petit peu votre réputation sur Arrakis. C'est une des manières de gagner le jeu. Vous pouvez remporter une partie en atteignant les 30 000 d'hégémonie, comme marqué par ce cap. Vous pouvez perdre de l'hégémonie, c'est assez rare dans certaines situations qui... en fait, c'est plutôt quand votre empire va très très mal que vous allez en perdre. Sinon, c'est assez rare, c'est une ressource qui va généralement faire que monter. Et donc, c'est aussi une ressource à manager. Vous voyez donc que ce n'est pas le seul bonus que vous avez. Vous avez donc deux paliers de bonus qui sont désactivés pour l'instant à 5000 d'hégémonie et à 10 000 d'hégémonie. Donc, plus on va progresser dans la partie, plus on va gagner d'hégémonie, comme je vous l'ai dit, et on va au fur et à mesure débloquer ces bonus. Vous pouvez voir les autres factions, et donc vous pouvez sélectionner pour voir les bonus qu'ils ont eux-mêmes, puisque l'intelligence artificielle ou les joueurs, si vous jouez en multijoueur, ont aussi les mêmes bonus propres à leur faction. Donc on va rester concentré sur la maison Atreides, et je rappellerai ces bonus, évidemment, dans la vidéo liée à chaque faction. Nous, il faut savoir que la maison Atreides, on va passer vite fait sur les bonus pour comprendre un peu le gameplay.
on a carrément un malus dans notre bonus de faction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas piller les villages neutres. Alors je vous ai pas encore introduit au village neutre, mais en fait, vous êtes donc 4 factions, les 4 factions présentes ici, et en fait, il y a une 5e faction qui est un petit peu... pas vraiment une faction. Je m'explique, en fait, tous les villages en dehors des capitales, donc là vous voyez ma capitale, et rien d'autre parce que je n'ai pas encore découvert le reste de la carte, tous les villages qui apparaissent en dehors des 4 capitales principales sont neutres au début d'une partie. Et donc vous pouvez les conquérir. Et il faut savoir qu'il existe, on verra un petit peu plus tard en détail, mais il existe donc des villages neutres qui vont juste qui exister et rester en place, avec des armées pour les défendre, mais ils ne vont jamais vous attaquer. Par contre, il y a ce qu'on appelle des sietch, qui sont donc en fait les factions nomades, enfin un peu liées aux Fremen dans l'histoire, mais voilà, on va dire exclus des villages, qui vivent donc plutôt dans le désert directement, qui eux vont lancer de temps en temps des raids sur vos villes. Il me semble pas qu'ils puissent attaquer vos capitales, en tout cas ils vont pas le faire dès le début, mais c'est une chose qu'il faut garder en tête. Et donc faut pas avoir des villages trop faibles, parce que sinon on peut se faire attaquer nos villages, voire perdre des villages à cause de ces factions. Donc revenons au bonus de faction. Vous voyez qu'on peut utiliser une compétence nommée annexion sans violence. Donc en fait c'est un petit peu l'opposé de ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'on peut conquérir les villages par la force, mais les Atreides par exemple peuvent les conquérir pacifiquement. C'est juste que ça va prendre beaucoup plus de temps. Et le temps est une ressource assez précieuse dans le jeu. Alors, je vais pas aller beaucoup plus loin dans l'explication du bonus de faction pour l'instant, parce qu'il va nous falloir des éléments que j'ai pas encore expliqués, tels que l'autorité et la réputation. Et en fait, c'est des éléments très importants dans une partie. Donc, je vais pas vous noyer sous le contexte de tous les bonus de cette faction. Je vais plutôt d'abord vous expliquer les ressources. Donc, la ressource la plus importante qu'on va avoir dans le jeu, c'est l'épice. C'est donc littéralement la raison pour laquelle vous êtes présent sur la planète. Et en fait, il va falloir jongler avec l'épice, dans le sens où vous avez deux choix quand vous allez récolter de l'épice. Vous pouvez donc soit le vendre, soit le garder en réserve. Si vous le vendez, vous gagnez de l'argent. Ça s'appelle des solaris, c'est littéralement de l'argent. Voilà, il n'y a ni plus ni moins à comprendre là-dessus. Donc ça c'est ce qu'on a appelé le chum. Je leur expliquerai ce que c'est plus tard, le chum. Ne vous inquiétez pas, c'est juste vendre l'épice qu'on gagne. Et on peut le garder en réserve. Et en fait, je vous ai dit qu'on avait une taxe qui venait donc tous les 25 jours à payer à l'Empire. Si vous ne payez pas l'Empire à temps, et donc que vous n'avez pas assez en réserve pour leur donner, vous allez avoir des malus. Au début, c'est des malus qui vont faire un peu mal, mais vous pouvez continuer sans. Mais très très vite, c'est des malus qui vont empirer et qui vont vraiment vous prendre une grosse partie des gains que vous pourriez faire. Donc c'est toujours très important d'être prêt, d'avoir assez d'épices pour pouvoir payer votre taxe. Donc généralement, vous allez jouer contre le timer. Alors là, vous ne le voyez pas encore, mais en fait, c'est un timer qui se remplit petit à petit. Et donc vous allez jouer contre ce timer pour toujours essayer d'avoir assez de réserve. On voit ici que j'ai une information, on m'a dit qu'il y a un gisement d'épices dans cette zone. Alors, je vous ai pas encore décrit la carte, mais en fait elle est découpée en plein de petites zones. Là vous voyez celle de Harakin, ma capitale. Là vous voyez qu'il y en a une ici aussi. Et en fait il y en a plein partout à côté. Alors, je vais finir avec les ressources avant de passer au reste de la carte. Donc là, rapport sur l'épice, c'est pas très important, c'est en gros juste un rapport pour dire vous avez payé la taxe ou vous n'avez pas payé la taxe précédente, attention. Alors, donc là je vous ai dit qu'il y avait les Solari, qui est donc en gros l'équivalent de la monnaie. C'est littéralement ça. C'est-à-dire que ça va vous servir à payer des gens, donc que ce soit des soldats, euh, des installations, enfin voilà, ça va vraiment être utilisé sur plein de domaines. Donc il est toujours très important d'avoir une rentrée d'argent fixe, enfin d'avoir une rentrée d'argent positive. Quand vous passez en négatif en Solari, à moins que vous ayez une grande banque prête à subir ce coup, c'est normalement très mauvais. Donc voilà, il faut toujours essayer de gérer cet apport d'argent. Cet apport, on peut notamment le gérer ici avec un curseur qui, vous voyez, 50%, 50%. En fait, ça permet de déterminer combien de votre production vous allez vendre et combien de votre production vous allez garder. Donc c'est un des facteurs qu'on va pouvoir utiliser pour gérer notre argent, sachant qu'on veut essayer au maximum de payer notre taxe. Le place crête.
Alors c'est basiquement le matériel de construction pour tous les bâtiments. Dès qu'il y aura quelque chose à construire, ça va demander du place-crête et parfois du destolerie. Donc c'est les deux ressources que vous allez utiliser pour construire. Il y en aura potentiellement vous aurez parfois des coûts de maintien, c'est-à-dire vous construisez un bâtiment, mais il faut quand même que le bâtiment soit exploité, utilisé, et donc qu'il soit maintenu par des gens. Donc il y aura parfois des coûts en main d'œuvre qui seront continus. Il y aura aussi des coûts en place-crête en continu, c'est-à-dire que vous allez parfois payer ce qui coûte l'entretien en fait, pour qu'un bâtiment soit toujours en bon état. La main d'œuvre, donc c'est littéralement les gens qui travaillent pour vous. Et donc c'est une ressource qui va être prise par votre côté militaire, mais aussi vos installations. Certaines installations vont demander plus de main d'œuvre que d'autres, et certaines installations vont même pas pouvoir vous en donner. Donc c'est aussi une ressource qu'on va devoir garder à l'œil. Les cellules à carburant donc, sont une ressource entre guillemets exclusive à 3 factions, c'est-à-dire que les Fremen, la dernière faction qu'on verra, n'utilisent pas cette ressource. Je vous expliquerai beaucoup plus quand on sera sur les Fremen, mais globalement, comprenez que les cellules à carburant vont vous permettre d'utiliser tout ce qui est véhicule volant. Alors, véhicules volants, on en a deux types. On a les ornithoptères, qui sont en fait vos éclaireurs. Vous pouvez les envoyer dans une zone pour qu'ils explorent cette zone et qu'ils vous donnent des informations dessus. Et on verra aussi un peu plus tard, mais il y a donc ce que vous voyez ici, c'est le cercle de ma base aérienne, c'est-à-dire à quelle distance je peux faire voler des troupes. Je vous expliquerai ça un peu plus tard quand on aura avancé la partie. Donc vous voyez qu'il y a le décompte là qui a commencé à avancer, et qui me dit donc qu'on n'est plus qu'à 24 jours pour la récolte de la taxe. Donc à côté de ça, en notre ressource, il reste aussi l'eau. Alors, Arrakis, la planète qui porte le nom de Dune, enfin qui a ce nom-là, ou Dune donc, est une planète désertique. Donc effectivement, l'apport en eau n'est pas quelque chose de négligeable. L'eau va être une ressource cruciale parce qu'elle vous permet donc soit par exemple de prendre des villages, vous avez besoin d'apporter de l'eau quand vous voulez récupérer un village. Évidemment vos troupes vont vous coûter de l'eau aussi, puisqu'ils ont besoin de boire. Et on verra qu'il y a aussi pas mal de bâtiments pour gérer cette ressource. Et à côté, on arrive sur les deux, peut-être plus les deux ressources les plus importantes du jeu. Alors ça peut paraître bizarre quand je vous dis que toutes les autres ressources vous servent à créer vos bases, etc. Mais en fait c'est bien l'autorité et la réputation qui sont les plus importantes. L'autorité en fait c'est littéralement ce qui va déterminer si vous pouvez prendre une ville ou pas. Et en fait c'est très important dans Dune de pouvoir s'étendre et de récupérer des villes importantes. Et en fait c'est une ressource qui de base donc augmente de 4 par jour. Le chiffre que vous voyez ici correspond à combien ça augmente par jour, 28 solari par jour, etc. Et donc en fait très vite cette ressource va devenir de plus en plus importante, l'autorité, puisque lorsque vous prenez un village, le coût de tous les autres villages du jeu à prendre augmente. Pas forcément de beaucoup, mais il augmente. Ce qui fait que quand vous vous retrouvez avec des empires à 10, 15 villages, très vite le coût en autorité va exploser. Donc on a des recherches, on verra ça un peu plus tard, quand on aura pris notre premier village, mais qui permettent de réduire cet effet, ou de réduire directement le coût des villages à prendre. Et à côté de ça, donc, on a la réputation. La réputation, en fait, c'est ce qui va déterminer à quel point vous êtes bien vu par le Landstrad, et donc en fait, globalement l'Empire. Voilà, comment vous êtes vu par rapport à l'Empire. Donc on commence tous à 250 de base, donc on est dans le satisfaisant, et c'est-à-dire qu'actuellement on a juste un petit bonus en hégémonie. Si je descends dans la tranche médiocre, donc entre 100 et 199, je vais commencer à être un petit peu détesté par l'Empire parce que je vais avoir des retards de paiement. À partir de là, je vais avoir des malus un peu multiples, c'est-à-dire qu'il y a plein de ressources qui vont commencer à baisser. Par exemple, on va me récupérer mon épice pour moins cher, parce que je suis considéré comme quelqu'un de mauvais. Plus ça va aller, plus ça va descendre, et plus les malus vont s'intensifier. Donc en mauvais ou paria, vous allez commencer à prendre de très très gros malus.
Évidemment, il y a la chose inverse dans l'autre sens. Si vous passez en satisfaisant, en excellent ou en irréprochable, vous allez commencer à gagner des bonus. Vous allez voir qu'il y a aussi des manières de gagner qui reposent sur votre réputation Landstrada. Évidemment, il faut que votre réputation soit le plus haut possible pour réussir à faire ces victoires. Donc, sur l'hégémonie, je vous en ai un petit peu parlé juste avant, mais il va y avoir 3 paliers intéressants. Il va y avoir les 2 premiers que je vous ai montrés, donc à 5000 et à 10 000 pour gagner les bonus de faction. Mais le premier qui va nous intéresser, nous, c'est les 2000. Parce qu'en fait, vous voyez ici, je ne peux pas encore construire dans ma base. Et en fait, les bâtiments que vous allez voir dans la base n'ont rien à voir avec les bâtiments que vous pouvez faire dans des villages. Les bâtiments dans la base sont beaucoup plus puissants et affectent généralement toute la faction. Tandis que les bâtiments du village, en fait, ne gèrent que la zone concernée. Donc, continuons avec cette interface. Vous avez la date, c'est juste savoir à quel point de la journée on a avancé. La pause, qui est littéralement votre meilleur ami dans le jeu, puisqu'en fait, donc ça frise le temps, mais vous pouvez toujours envoyer des actions. Donc, vous pouvez par exemple recruter des unités, créer des ordinoptères, donner des ordres, vous occuper de l'espionnage et des traités. Donc, vous allez très souvent mettre le jeu en pause avant de faire des décisions. Vous voyez ici quelles sont donc les 3 autres factions restantes, avec les Harkonnen, les Smugglers mercenaires et les Fremen. Dune est un jeu de stratégie, et donc en tant que tel, on n'est pas automatiquement en guerre avec les factions adverses. Vous pouvez dès le début croiser une faction adverse et leur tirer dessus dès le début, essayer de prendre leur village, ou vous pouvez aussi commercer avec eux. Alors là, vous arrivez sur le menu du commerce, qui va être composé de différentes choses. Tout d'abord, il y a le côté ressources. C'est-à-dire, est-ce que des ressources que vous avez, est-ce que vous voulez échanger des ressources que vous avez contre des ressources que eux ont? Vous voyez qu'il y a des flèches en vert ici. Vous voyez que... Et là, s'il n'y en a pas. Dommage. En fait, les flèches vous indiquent si c'est une ressource qu'ils veulent ou qu'ils veulent garder. Donc là, vous voyez qu'ils ont envie de place crête, mais qu'ils n'ont pas envie de m'en donner en fait, parce que ça augmente la valeur de l'échange. C'est-à-dire que si je commence à mettre du place crête en disant que je veux échanger avec vous, et là, si on ne veut pas avoir de ressources, ah, je vais faire l'inverse. Voilà, ça c'est une ressource dont ils ne veulent pas se séparer. Donc si je commence à la mettre dans la balance, il va falloir que je mette beaucoup plus pour qu'on ait un échange équivalent. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si c'est une ressource qu'ils veulent, donc avec la flèche verte, quand c'est chez moi, c'est ce qu'ils veulent évidemment, et quand c'est chez eux, c'est ce qu'ils veulent garder. Et en fait, il y a la même flèche en rouge qui vous indique une ressource dont ils ne s'intéressent pas beaucoup. Donc c'est une ressource qu'ils vont pas hésiter, ils vont vous en donner beaucoup si vous l'échangez, et ils vont vous en demander beaucoup contre d'autres ressources. Vous pouvez aussi signer des traités. Alors les traités, c'est quelque chose à la fois très important, et qui peut aussi très mal se passer pour vous. Parce qu'en fait, un traité, donc qu'est-ce que ça donne en fait? Ça peut être de 3 types, un traité, en fait. Ça peut être de la recherche, du commercial, ou un pacte de non-agression. Quand vous proposez un accord de recherche de votre côté, ça met automatiquement le même accord de l'autre côté en face. Vous ne pouvez prendre, lors d'un échange, qu'un seul traité. Vous ne pouvez pas dire je veux recherche, commerce et pacte de non-agression. Non. Vous ne pouvez en mettre qu'un à la fois. Par contre, vous pouvez faire enchaîner les échanges. Alors, quand on dit je fais un traité avec toi, ce que ça veut dire, c'est le bonus, on va l'avoir tous les deux. Donc, connaissance plus 2, vous voyez qu'il est marqué sur les deux côtés. Et ça vous demande un certain coût dans votre autorité, dans votre gain en autorité. Là, si je lui propose ce traité, je vais perdre 10% de ma production d'autorité. Donc 4, je ne sais pas comment ça va arrondir, si ça va rester à 4 ou passer à 3, mais en gros, ça va réduire ma production d'autorité. Et en fait, ça a une durée fixe. Ça dure 2 mois, donc pendant 2 mois, à moins de briser volontairement le traité, ce qui n'est pas conseillé car ça peut faire baisser votre réputation, vous aurez cette taxe sur l'autorité. Alors, vous ne voyez pas la même chose sur l'autre accord, parce qu'en fait, un des pouvoirs de faction des Atreides, ma faction, excusez-moi, j'ai un peu soif. En fait, un des pouvoirs des Atreides qui rend les accords très tentants avec eux, c'est que la faction adverse, dans l'échange,
ne payent pas le coup en autorité. Donc c'est évidemment très tentant de faire des accords avec eux. En dessous, vous voyez la pression militaire, c'est une recherche qu'on verra bien plus tard dans le jeu, qui permet en fait de menacer quelqu'un pour récupérer des ressources un peu gratuitement. Vous voyez en haut ici qu'il y a un nombre qui est donc à 0 avec tout le monde pour l'instant, et qui est en fait le niveau de relation. Donc c'est est-ce qu'ils vont essayer de vous attaquer, est-ce qu'ils vont plutôt vous proposer plus souvent du commerce. Et en fait, si vous commencez à faire des traités, à faire des échanges avec eux, peu importe ce qui est échangé, il est plus probable qu'ils vous en reproposent, voire qu'ils vous en reproposent avec des tarifs un petit peu meilleurs, et qu'ils vous attaquent beaucoup moins. Généralement, dans le déroulement d'une partie, vous avez surtout envie d'avoir une faction avec qui vous êtes en très bonne entente, et généralement il y aura au moins une faction avec qui vous allez être en désaccord. Dans le sens où la faction qui va s'approcher le plus de votre territoire, vous allez sûrement rentrer en guerre ouverte avec elle, et donc à partir de là, ça tombe très vite à -100, qui est donc le rang le plus bas. Donc toujours avoir quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, sinon ça rend la game très compliquée, puisque vous n'aurez pas de carte joker, on va dire. Si vous avez, par exemple, si vous manque un tout petit peu d'une ressource, si vous avez toujours quelqu'un avec qui échanger, ça vous règle beaucoup de problèmes. Bien. Du coup, on va commencer à former nos premières unités militaires, vu qu'on sait qu'on va devoir prendre un village. Notamment pour cette ressource qu'on voit ici, l'épice. Donc ici, j'ai le menu militaire. Et donc vous voyez qu'il y a donc 5 unités que je peux former. Alors, c'est un petit peu faux ce que je vous dis là, parce que en fait, pour l'instant, je n'ai accès qu'à donc 2 unités. Et en fait, il y a plus que 5 unités. C'est juste qu'on les voit pas encore parce que j'ai pas rempli les conditions. Enfin, il y a certaines conditions pour les voir qui ne sont pas encore remplies. Donc, globalement, je vais pas trop rester sur les statistiques des unités précises, notamment parce que le jeu est encore en bêta et qu'il y a, en tout cas lors de la dernière mise à jour, il y a eu de gros changements sur les unités militaires. Cependant, vous voyez ici en fait qu'il y a les 5 rôles qui sont déjà présents. C'est les rôles qui sont présents dans toutes les armées. Donc les 4 factions ont les mêmes rôles. Vous avez le soldat de corps à corps, le soldat à distance classique. Pourquoi est-ce que je précise classique? Parce qu'en fait vous avez juste en dessous une unité d'attaque à distance de démolition. Je vais vous expliquer juste après à quoi ça correspond. Ici vous avez le drone. Donc le drone Arrakis, c'est un drone plutôt de soutien. Et ce qu'on va appeler l'unité d'élite de chaque faction, qui est généralement très tanky, difficile à tuer, et qui va taper assez fort. Alors, pourquoi je vous ai parlé de l'unité de démolition de manière un peu différente par rapport à l'unité de tir à distance classique? Parce qu'en fait, l'unité de démolition est très forte contre les unités qui ont de l'armure. Donc vous voyez que ici vous voyez les montants d'armure de chaque unité. Vous voyez par exemple le protecteur qui est une unité très tanky, il monte jusqu'à 7. Et en fait, pourquoi c'est très utile d'avoir des unités de démolition? C'est parce que lorsque vous allez atteindre la base d'un adversaire, vous voyez ici qu'il a 20 d'armure. Et c'est énorme. C'est-à-dire que tous les dégâts que vous prenez sont réduits de 20. Quand vous voyez ici par exemple que le soldat classique tape à 17, vous faites le calcul rapidement, vous vous dites que ça tape pas beaucoup, du coup, sur une capitale. Donc nous, on va simplement créer notre premier soldat et notre premier ranger. Je vous invite, lors de vos premières parties, à généralement faire une unité de corps à corps et une unité de distance. Comme ça, en fait, l'unité de corps à corps va prendre l'agression, va prendre les dégâts, et votre unité de distance va pouvoir canarder pendant ce temps-là tranquillement. Il faut faire attention dans Dune, parce qu'en fait, les unités à distance, si elles sont prises au corps à corps, elles perdent la moitié de leur puissance de feu, et elles ne peuvent plus tirer. Ce qui veut dire qu'il y a certains bonus qui peuvent être perdus quand elles rentrent au corps à corps. Alors, vous voyez que là, il y a une situation, donc on voit une nouvelle zone, on voit une ressource, donc l'épice, donc c'est l'unité, excusez-moi, c'est la ressource qu'on a envie de récupérer. Mais pour ça, il faut récupérer le village de la ville, de la zone. Et là, on voit qu'il y a donc 2 points d'interrogation. Il faut comprendre dans Dune, en fait, que le sable, c'est un endroit qui est extrêmement dangereux. Si vous ne connaissez pas l'univers de Dune,
sur Arrakis, donc cette planète, il y a en fait des vers géants qui font donc peut-être la taille d'un village, d'un petit village on va dire, qui se baladent dans les dunes. Si vos unités marchent sur le sable, elles vont faire du bruit, ce qui peut attirer les vers des sables. Et les vers des sables peuvent manger d'un seul coup vos unités. Vous devez donc être très prudent quand vous faites des traversées du désert. Notamment, vous le verrez quand mes unités seront apparues, elles ont une barre de réserve, elles ne peuvent pas se balader dans le désert à l'infini. Sinon, elles vont commencer à manger leurs réserves, comme si elles se déplaçaient et qu'elles avaient besoin de se nourrir. Et à partir d'un moment, elles vont commencer à perdre de la santé quand elles n'ont plus de réserve, jusqu'à mourir. Donc il faut prévoir ces déplacements dans le dune. Alors, quand on connaît pas le jeu, on va donc découvrir, se laisser guider un peu par le tutoriel. Le tutoriel est assez léger, dans le sens où il va vous donner un peu la grande ligne, mais il va très très vite vous abandonner, et ça va être un peu complexe. Et en fait, là, vous voyez que j'ai un point d'interrogation, donc ça peut être un événement, ça peut apporter plein de choses, mais vous voyez qu'il est en plein désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut pas être un village, en fait. Les villages ne sont jamais placés sur du désert. Sauf cas très très spécifique, et il me semble pas en avoir vu. Mais donc, ça, je suis sûr, là, actuellement, que c'est un événement, et non pas un village. Donc en fait, je vais dire à mon ordinateur, mon unité d'éclaireur, d'arrêter d'essayer de révéler cette zone, mais plutôt d'aller directement révéler le village. Et ça, c'est une logique que vous pouvez appliquer dans toutes les zones. C'est-à-dire que si vous voyez cette bande de terre là, c'est une bande de terre où les vers des sables ne peuvent pas attaquer. Et où vous serez safe si vous marchez dessus. Vous voyez qu'il y a les mêmes bandes de sable sur ma capitale, cependant, il me semble normalement que si je marche par exemple ici, ça ne va pas invoquer de verre, parce que c'est ma capitale. C'est la capitale est traitée de manière un peu spécifique. Je vais donner donc l'ordre à mes unités de se rendre au premier village. Donc quand on révèle un village, vous voyez, on voit que le symbole, ça c'est le symbole qu'il est neutre, qu'il n'a été pris par aucune faction. Et à gauche, vous voyez le nombre d'unités donc, qui sont de la milice qui vont défendre. Vous pouvez voir donc ces informations en dessous ici, donc le nombre de miliciens, les ressources présentes dans la zone qui ont été révélées, c'est-à-dire que si ce n'est pas révélé, vous auriez un point d'interrogation, comme celui-ci. Et vous voyez là, je confirme l'hypothèse que j'avais, qui est en fait que ce n'est pas une ressource ici. Si c'était une ressource, il y aurait eu un point d'interrogation ici. Or là, on ne voit qu'il n'y a que le gisement d'épices et le village. Ils ont rajouté aussi, par rapport au tout début de la bêta, les passifs de zone. C'est-à-dire que chaque zone, donc ici celle-ci ou la suivante, a un bonus spécifique. Ici, vous voyez que c'est un bonus d'expérience pour toutes mes unités militaires. Donc, tant que je maintiens cette zone sous mon contrôle, j'ai ce bonus qui s'applique pour toutes mes unités. Et c'est un bonus qui est, par exemple, c'est pas un des plus forts, mais c'est clairement pas un mauvais bonus. Là, vous voyez les ressources dont j'ai besoin pour conquérir le village. Pour conquérir un village, de manière normale, vous devez donc vous rendre au village et tuer tous les miliciens. Petite spécificité des Harkonnen, des Atreides, ma faction, vous pouvez donc faire une annexion sans violence. Cependant, ça va vous prendre toujours de l'influence. Alors, c'est une ressource que je vous ai pas expliqué, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu encore les votes, vous inquiétez pas. Et donc, les mêmes ressources en termes d'eau et d'autorité. Ici, vous pouvez voir le décompte de l'autorité. Alors, le fait de prendre un village prend ici 20 de ressources. Il y a la distance par rapport à votre base principale, donc la capitale, qui va jouer sur le coût que ça va avoir. Vous voyez que j'ai pas encore de village sous mon contrôle, donc ça ne me coûte pas encore de ressources en plus. Et je vous avoue que le bonus explorateur, je ne sais pas encore ce que c'est. Je viens de le remarquer. Donc on va laisser les unités avancer. Et vous voyez qu'il y a deux barres. La première est donc la barre de vie. Cependant, et donc la deuxième est la barre de réserve. Donc pour attaquer un village, vous faites juste un clic droit avec les unités militaires que vous avez sélectionnées avant. Pour le premier village, normalement il n'y a pas trop de soucis. Ça devrait bien se passer puisque vous avez le soutien de votre ville en fait. La ville, globalement considérée dans le cercle blanc là, elle va tirer automatiquement
c'est les 60 que vous voyez ici, c'est les dégâts qu'elle va infliger sur les unités qui rentrent dans ce cercle et qui rentrent en combat avec votre faction. Vous voyez que je gagne un peu d'expérience à la mort des unités adverses. Et en fait, les traits ici, qui sont les grades, indiquent à quel point votre unité est améliorée. Ça augmente ses points de vie, et il me semble que ça peut augmenter l'armure et la puissance. Donc une fois que j'ai tué tous les miliciens de la zone, du village, je me retrouve dans cet écran où normalement j'ai plusieurs choix. Normalement j'ai le prendre le contrôle, donc là il est bien présent, et là normalement ici je devrais avoir le piller. Si vous vous souvenez bien, en fait je ne peux pas piller les villages neutres. Si j'avais pu le piller, j'aurais récupéré des Solari. J'aurais par exemple, je pense, récupéré à ce moment-là du jeu 500 Solari environ, ou 400. Donc là je vais juste en prendre le contrôle. Vous voyez que c'est pas instantané, c'est-à-dire qu'il faut que je reste sur la zone le temps euh, qu'on reprenne le contrôle de la zone. Quand je vais reprendre le contrôle du village, comme j'ai tué les miliciens, il n'y aura pas de miliciens. Ce qui fait que si j'avais fait une annexion sans violence, j'aurais récupéré les miliciens déjà présents. C'est un des avantages de ma faction. Je vous invite, donc là vous voyez, j'ai découvert une nouvelle zone, et la première chose que j'ai fait, c'est inspecter le point d'interrogation et non pas le village. Et pourquoi, Nicolas Noto tu avais dit que là on était sûr que ce soit un village. Oui, c'est le cas. Et en fait, ce qu'on a le plus envie de trouver dans Dune, c'est pas forcément un village. C'est de l'épice. Ou potentiellement du plascrète, si jamais vous avez un gros problème de plascrète. Mais votre ressource primordiale, c'est l'épice. Donc en fait là je vais scanner la ressource, parce que je sais qu'il y a toujours au moins une ressource dans un village, enfin dans une zone. Et en fait si c'est pas de l'épice, je me dis ok, je note qu'il y a ce village là, je note qu'il y a telle ressource là, mais peut-être que je vais pas le prendre de suite. Alors, vous voyez que la carte est relativement grande. Il me semble que j'ai pris une carte moyenne ou large, j'ai un doute entre les deux. Et vous voyez que le temps d'explorer toutes les zones, ça va être long. Donc je vous conseille très tôt de vous faire une deuxième unité d'éclaireur. Vous verrez plus tard que l'unité d'éclaireur ne sert pas que à ça. Et bon point pour les éclaireurs, les unités ne peuvent pas être abattues. C'est-à-dire que vous pouvez le poser par exemple au plein milieu d'une capitale adverse, il ne sera jamais détruit. Donc je vais lancer la création d'un deuxième unité d'éclaireur pour profiter de cela. Donc on a enfin notre premier village. À partir de là, donc, on débloque de nouvelles possibilités. Alors je vais vous faire noter, donc rappelez-vous qu'il y a le bonus pour la zone, qui est donc maintenant actif, vu que c'est ma zone. Il n'y a toujours qu'un seul village par zone. Et il n'y a normalement qu'une seule ressource par zone. Tout ce qui est en plus, donc c'est des événements. On verra un peu plus tard quand on aura des jasants, donc des espions, ce qu'on peut faire avec les événements. Mais donc revenons à notre village. Donc là je pourrais former des miliciens qui donc, comme lorsque j'ai attaqué le village, vont eux défendre le village. Ça me coûte donc des Solari et de la main d'œuvre. Ce coût, je le paye une fois et après j'ai plus besoin de le maintenir. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans le jeu qui vont vous demander de payer une première fois et d'être maintenu. Les miliciens, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'une fois c'est payé, ils seront là, toujours en place, et les 50 Solari auront été payés, les 5 de main d'œuvre auront été payés, mais voilà, c'est plus pris en compte. Donc là, la première chose qu'on va vouloir faire quand on débloque notre premier village et qu'il a de l'épice, c'est de créer une raffinerie. Donc là, attention, effectivement, il peut y avoir beaucoup d'informations puisque vous voyez tous les bâtiments disponibles. Et donc là, on va se concentrer sur notre raffinerie. Vous voyez donc qu'il y a le nom du bâtiment, évidemment une image pour vous montrer ce que c'est. Et donc là, il y a 500 de place crête, toujours un doute sur le nom. Donc ça va me coûter 500 de place crête, 4 batteries d'énergie et 4 de temps. C'est le temps que ça soit construit. Et vous voyez qu'ici à droite, il y a un coût d'entretien. Donc ça va toujours me coûter 4 Solari par jour et 14 places crête. Cependant, vous allez voir que c'est très rentable de faire une raffinerie parce qu'en fait, c'est votre premier bâtiment de production. Et c'est un des meilleurs bâtiments de production. Donc là, je vais laisser mon armée stationnée ici parce que j'ai pas envie de payer des miliciens trop tôt.
Vous voyez que j'ai pas une économie incroyable, je monte que de 16 actuellement pour l'instant. Et donc j'ai pas envie de payer de suite un coup alors que mes unités vont rester là pour l'instant. Vous voyez que mon éclaireur a découvert une nouvelle ressource. Donc là c'est pas de l'épice, c'est une source d'énergie. Vous voyez qu'il y a une interaction spécifique aux Freemen, j'en parlerai donc quand on jouera les Freemen. Et sinon vous voyez que usine de cellules à carburant, plus 50% de production. C'est-à-dire que si dans le village qui est lié, donc qui est ici qu'on ne voit pas encore, je construis une usine de cellules à carburant, elle produira donc juste 50% en plus, ce qui est donc très fort. Il faut toujours jouer autour de la ressource qui est présente dans votre village. C'est-à-dire que cette zone, si je la prends, il faut que je me mette en tête, ok, j'aurais créé des cellules à carburant grâce à cette zone. Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Pas vraiment. Est-ce que du coup j'irai pas plutôt voir une autre zone, voir si je peux pas trouver par exemple de l'épice? À côté de ça, donc vous voyez qu'il y a des emplacements de construction, donc là j'en ai 2 disponibles. On ne peut construire que un bâtiment à la fois. C'est valide pour ce village, enfin un village, et c'est aussi valide pour votre capitale. Quand vous pouvez construire dans votre capitale, vous verrez que on ne peut construire, même si on a les ressources pour, on ne peut construire qu'un bâtiment à la fois. Quand j'ai débrouillé le premier village, donc quand j'ai pris ce village-là de Tuoram, j'ai débloqué les avancées scientifiques. Donc c'est à partir de là que la connaissance va rentrer en jeu. De base, vous avez 4 de connaissances. C'est en fait à quel rythme vous allez découvrir des recherches scientifiques. Donc là, on se retrouve sur le panneau des recherches scientifiques. Vous voyez qu'il est découpé en 4 blocs. Donc il y a le côté espionnage, en bleu, le côté connaissance de la planète, on va dire, en vert, le côté production, en jaune, et le côté militaire, en rouge. Si vous êtes attentif, vous allez voir que y a des petits symboles un peu spécifiques sur certaines zones. Alors, quand vous voyez le petit bonhomme ici, ça veut dire que ça débloque une unité. Donc vous voyez que, étonnamment, les unités se débloquent dans l'arbre militaire. Jusque là, ça devrait aller. Vous voyez qu'il y a aussi une petite maison. La petite maison, ça veut dire que vous allez débloquer des bâtiments à faire dans votre capitale. Donc on y reviendra évidemment quand on aura la capitale de disponible à 2000 d'hégémonie. Vous voyez que j'en suis encore loin pour l'instant. Vous voyez aussi qu'il y a mon symbole qui est présent sur certaines recherches. En fait, considérez qu'en dehors de ces 4 recherches-là, toutes les recherches présentes ici sont communes à toutes les factions. Certaines factions vont avoir par exemple d'autres points qui vont porter leur logo. Par exemple, si je me souviens bien, les Harkonnen ont un point ici qui est donc spécifique chez eux, qui n'est pas la logistique des avant-postes, mais qui porte un autre nom et qui apporte un autre avantage. Il faut se mettre en tête que ces avantages sont généralement très structurants dans la manière de jouer votre armée, votre faction, et qui vont vous apporter des gros bonus. Généralement, les bonus spécifiques sont plus puissants que les bonus génériques. Je vous conseille, pour avoir un début de jeu plutôt agréable et plutôt positif, on va dire, d'aller chercher très vite donc le côté production, donc le jaune, avec matériaux composites. Vous pouvez mettre en file d'attente les recherches. Éléments modulaires et Gritex. Alors, petit aparté pour ce conseil générique. En Fremen, les points ici, éléments modulaires, Gridex et programme de formation d'équipage sont différents. Mais en fait, ils vont être équivalents. Je vous l'expliquerai plus tard, c'est juste que leur manière de récolter l'épice est un peu différente. Mais globalement, c'est les mêmes points, et donc faire la même stratégie, c'est très rentable. En fait, pourquoi est-ce que je vous focalise sur ces 3 points-là? C'est les 3 points qui permettent de récolter le plus vite de l'épice. Et donc en fait, qui vous permettent dès le début de partie de vous mettre avec une économie qui va bien rouler, et donc vous allez pouvoir en fait, à partir de là, aller sur les points que vous voulez. Si vous voulez partir militaire après ça, vous allez avoir assez d'argent pour le faire. Si vous voulez partir sur du politique, espionnage, vous allez pouvoir le faire parce que vous avez les ressources pour.
ou si vous voulez partir directement sur l'étude du terrain et donc plutôt le contrôle des points, vous pouvez le faire aussi, parce que vous aurez les ressources pour. Et il y a quelques autres points qui sont intéressants à prendre en économie, selon ce que vous voulez faire. Mais voilà, ces 3 points-là, pour moi, ils sont essentiels au gameplay. Évidemment, s'il y a des mises à jour, peut-être que cet avis ne sera plus d'actualité à ce moment-là. Mais pour l'instant, je trouve que c'est l'ouverture la plus simple et la plus efficace pour avoir une bonne partie sur le long terme. Donc, vous allez voir que la recherche, ça prend du temps. Et en fait, la connaissance permet d'accélérer ce temps. J'ai essayé quelques parties où je ne prends que très peu de points de connaissance. Donc c'est des bâtiments spécifiques à construire ou des zones à contrôler. Et en fait, vous allez le sentir au milieu de partie, je dirais, vers la fin de partie. En fait, les recherches, au lieu de mettre 5 jours, elles vont commencer à mettre 40 jours. Donc en fait, la différence, vous allez très fortement la sentir. Donc je vous conseille de toujours garder un petit peu en tête de faire des bâtiments de connaissances de temps en temps pour ne pas tomber trop derrière en termes de temps de recherche. Alors, vous voyez que le conseil n'est pas encore disponible et l'espionnage n'est pas encore disponible. Ça va venir, vous inquiétez pas, le conseil se débloque avec le temps. Il faut juste faire avancer le temps, voilà, faire des choses. Et ça va se débloquer. Et l'espionnage se débloquera quand on aura notre premier agent. Donc pour l'instant on va continuer. On voit que notre raffinerie avance bien. Elle est en cours de construction. On voit que le timer aussi a bien avancé, donc il faut faire attention, le premier paiement, il peut surprendre un petit peu. Il peut arriver un peu tôt. Donc il faut être attentif là-dessus. Et donc vous voyez que j'ai aussi ma nouvelle unité d'exploration qui est en cours de route. Je vais me recréer une deuxième unité de soldats pour avoir un petit peu plus de punch. Généralement sur les premiers villages, vous allez soit tomber sur des villages avec 2 miliciens. Donc évidemment là il est à 0 vu que je l'ai pris. Mais soit 2 miliciens, soit 3 miliciens. Vers un peu plus tard dans la partie, vous allez peut-être tomber sur 4 ou 5 miliciens, mais ça reste assez rare. Mais généralement comptez 3 miliciens. Et donc ayez des forces adaptées à ça. Vous pouvez en temps général, enfin de manière générale plutôt, vous battre à force équivalente avec les villages et gagner. On verra qu'il y a un petit peu de micromanagement, c'est-à-dire de gestion des unités. Par exemple, si votre unité de tir à distance est au corps à corps, pensez à la reculer pour être sûr qu'elle ne soit pas prise au contact et qu'elle ne puisse plus taper. Sur les unités d'exploration, donc les ornithoptères, vous voyez qu'il y a une exploration auto. Alors, je vous conseille et je vous déconseille de l'utiliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, si vous lui dites exploration auto, il va se rendre sur tous les points d'interrogation qu'il voit et les éclairer un par un, puis aller dans les zones non connues. Donc c'est utile en début de jeu parce que vous voyez qu'il y a une énorme zone à connaître là, et que je n'en connais que très peu pour l'instant. Cependant, l'ornithoptère, il va pas vraiment le faire dans le sens où il va pas forcément faire les bâtiments les plus proches de vous. Ce qui fait qu'il peut très vite s'enfuir et se retrouver très très loin de votre partie. J'ai déjà eu des ornithoptères qui sont partis littéralement à l'autre bout de la base parce qu'ils voulaient voir des choses à côté. Donc, l'exploration auto, c'est oui, mais à petite dose. Il faut garder un œil sur qu'est-ce que fait mon ornithoptère, où est-ce que j'ai envie de m'étendre et où est-ce que j'ai envie d'avoir des informations. Je vous conseille aussi, quand vous avez des frontières communes et que vous avez peur de vous faire attaquer, vous pouvez juste dire à votre ornithoptère, arrête l'exploration auto, reste là où t'es, et en fait il va pas bouger. Il y aura juste cette icône qui va vous dire qu'il est inactif, mais c'est pas grave, vous êtes au courant et vous l'avez fait volontairement. Mais ça vous garantira un contrôle de la zone. Là, vous voyez que ma première moissonneuse, donc c'est ce qui va vous permettre de récupérer l'épice, est en place. Alors, cette option est extrêmement importante. Vous allez me dire, oui, mais ça produit moins d'épices. Pourquoi est-ce que c'est si important? Surtout que tu as dit que l'épice était la ressource la plus importante pour l'instant. C'est vrai. Mais en fait, quand j'active cette option, vous voyez que j'ai un malus, qui est que je produis 5% d'épices en moins. Mais en fait, c'est un malus qui est ridicule par rapport au gain que ça va nous faire. En fait,
quand je vais déployer ma moissonneuse, vous allez voir, elle va être embarquée par un vaisseau et déposée sur le site de récolte. Ça ne vous coûte aucune ressource, c'est automatique. Et en fait, cette moissonneuse va faire du bruit en récoltant. Et à un moment, vous allez voir une alerte qui va vous dire attention, un ver des sables vous a été détecté dans la zone, récupère ta moissonneuse. Et en fait, si vous ne le faites pas à temps, la moissonneuse est détruite, ce qui veut dire que vous ne produisez plus d'épices pendant un certain temps. Ce qui est assez terrible parce que ça veut dire que par exemple là, vu que c'est ma seule source d'épices actuellement, si elle est détruite, je passe à 0 de production instantanément. Ce qui est assez terrible. Vous voyez que là, je vais augmenter le pourcentage d'épices que j'envoie en réserve, parce que j'ai besoin d'être sûr que je serai à 80 lorsque le timer va être fini. Donc là, on a fini notre premier bâtiment ici, on va pouvoir en construire un deuxième. Je vais vous faire une petite présentation des bâtiments, dans les grandes lignes, pas sur tous les détails non plus, mais en tout cas ceux qui sont les plus importants. L'usine de Plascrète vous permet tout simplement donc de produire du Plascrète. La seule chose que ça vous demande, c'est du Plascrète. Donc c'est plutôt gagnant pour vous, quand vous en avez besoin. C'est un des bâtiments donc très important. En bâtiment très important, vous allez avoir le piège à vent. C'est ce qui va vous permettre de produire de l'eau. Ça vous dit plus 3 d'eau pour chaque niveau de force du vent dans la région. En fait, chaque région a une force du vent. Cette force du vent est fixe, c'est-à-dire qu'elle ne bougera pas durant votre partie. Et par exemple, si je prends une autre région, vous voyez que par exemple là il n'y a que 3. Il y en a 4. Globalement, ça peut osciller entre 1, 2 à 5, 6. Je vous conseille, dès que vous avez une région qui a 4 ou plus, voire 3, si vous avez un peu en manque, de créer à ce moment-là un piège à vent. Petit détail que je vous ai pas précisé quand j'ai créé la raffinerie, mais en fait, vous voyez que vous ne pouvez construire que sur des zones solides. Vous ne pouvez pas mettre vos bâtiments sur du sable. Le placement des bâtiments, par exemple là, vous voyez que j'ai mis la raffinerie par exemple plus proche du silo de la zone à épices. C'est pas très important en vrai. Le delta qu'il y aurait entre si j'avais mis là ou ici, ça serait pas énorme. Par contre, il y a quelques bâtiments où ça va être important. Attendez, je vais pas lancer la production de suite, parce que sinon je pourrais pas vous montrer le reste des bâtiments. En bâtiment important, donc il y a l'usine de cellules à carburant qui vous permet juste de créer donc vos cellules à carburant. Ce qui est important si vous voulez faire par exemple plus d'éclaireurs. Là, vous voyez que je serai tout pile. Je pourrais en créer si j'avais l'argent pour. Mais du coup, je pourrais pas en créer un quatrième. Donc les usines de cellules à carburant, je vous conseille de chercher au maximum les sources d'énergie pour en faire à cet endroit-là. Puisque là, actuellement, j'en ferai 6. J'en ferai 9 si j'étais dans cette région. Ce qui est donc plus rentable. Excusez-moi. Le silo à épices qui nécessite donc les technologies que je vous ai montrées, notamment le Gridex, donc la troisième, va augmenter la quantité d'épices récoltées dans les zones adjacentes. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit adjacente? C'est-à-dire que, imaginons, ici, si j'avais eu de l'épice, et ici, j'avais un village entre les deux, bah, si je le mets ici, il y a le bonus qui s'applique ici et ici. Donc c'est plus rentable. Il faut savoir, voilà, généralement c'est indiqué le nombre de fois maximum que vous pouvez avoir ce bonus. Donc il faut faire très attention à ne pas le mettre 2 fois, parce que c'est une perte en fait, vu que le bonus n'est pas appliqué. Le centre de maintenance, qui est un bâtiment très très important, on va dire en milieu de partie. Ce bâtiment met aussi un bonus dans les régions adjacentes, et dans la région où vous êtes, et ça réduit le coût d'entretien de tous vos bâtiments. Vous pouvez pas le stacker, vous pouvez pas le mettre 2 fois, 3 fois, mais juste une fois. Et donc il faut essayer d'en mettre au maximum, en fait dans le maximum de zones possible, pour être sûr de payer moins en Solari et payer moins en Plascrète. Ensuite on a le bureau de recrutement. Le bureau de recrutement c'est votre seule source de main d'œuvre, en dehors de certains bâtiments spécifiques dans la base, enfin dans votre capitale. Donc à quoi sert la main d'œuvre? Donc je vous l'ai déjà expliqué, c'est pour notamment les soldats, mais aussi pour les moissonneuses.
En fait, vous pouvez équiper vous pouvez mettre des équipages dans la moissonneuse et ça va augmenter euh, le nombre d'épices qu'ils vont récolter. Par exemple, là, si je me souviens bien, vous voyez que je pourrais en mettre 50. Alors, j'ai pas encore les 50 de disponibles, mais si je pouvais mettre une équipe, donc une fois 50 à l'intérieur. Et en fait, au lieu de 19, il me semble qu'ils vont récolter 24 à peu près. Euh, grâce à cette amélioration. Vous voyez qu'il y a un petit bonhomme, donc c'est le nombre d'équipages disponibles. Il aurait passé en violet si j'avais mis un équipage, et vous pouvez en avoir, avec toutes les améliorations, jusqu'à 4. Ce qui, il me semble, encore une fois, double la production d'une moissonneuse. C'est donc extrêmement rentable comme bonus. Alors à côté de ça, donc vous voyez que mon ordinateur a continué à éclairer, jusque là tout va bien. Qu'est-ce qui reste en bâtiment intéressant? Alors, les bases aériennes, en fait, si je crée une base aérienne ici, ça va dessiner le même cercle que vous voyez ici. Et en fait, dans ce cercle, je peux prendre une unité et lui dire, ok, cette unité tu me la récupères et tu vas la poser dans un autre cercle blanc. Donc, imaginons que si j'avais mis une base aérienne ici, il y aurait un cercle blanc qui irait presque jusque là. Je pourrais cliquer ici et ça la prendrait et ça la déposerait. Durant le trajet, elle ne peut pas être attaquée, elle ne peut pas être, elle ne dépense pas de réserve, c'est-à-dire qu'elle ne consomme pas de sa barre jaune-orange, et elle va plus vite qu'à pied. Donc les bases aériennes, c'est très important d'en avoir en milieu de partie pour pouvoir bien gérer votre empire. Quand vous allez voir votre empire qui va s'étendre de ce côté-là à ce côté-là, les unités vont mettre très longtemps à se déplacer, et donc vous allez avoir besoin de ces trafics aériens. Il y a notamment des améliorations pour que le trafic aérien soit moins cher, plus rentable, enfin plus rapide. Et donc pour vous montrer l'animation, en fait voilà ça arrête votre unité, elle rentre dans un vaisseau. À partir de là, vous pouvez plus la contrôler, vous pouvez plus changer la destination du vaisseau, et votre unité n'est plus en danger, enfin ne peut pas être attaquée, et ça la dépose au point que vous avez sélectionné. Ça a un petit coût, c'est-à-dire que ça vous coûte 20 Solari, 20 fois le nombre d'unités que vous pouvez déplacer. Vous pouvez déplacer toute votre armée si vous avez les fonds pour. C'est-à-dire que là, je pourrais payer. Alors ça m'indique 40 parce qu'il n'y a que 2 unités, il y a un petit temps de céder entre les deux utilisations. Mais en gros, je pourrais payer 60 pour déplacer toute mon armée d'un bout à l'autre. Alors là, ça n'a pas trop d'intérêt de le faire dans le même cercle, parce que c'est des distances qui sont relativement courtes. Mais comme je vous l'ai dit, à travers votre empire, ça marche, et donc c'est là où ça va être très impactant. Je vous déconseille dans vos premiers villages, donc par exemple Mimur, Kualin ici, Tuarum, de vous faire des bases aériennes. Pour moi, c'est une perte de temps si c'est à distance de votre capitale. Par contre, si on va chercher des bases qui sont plus loin, on peut imaginer par là, là ça devient très vite rentable. Ah, là vous voyez que mon unité... excusez-moi, je vais finir avec les bâtiments pour pas que je me disperse trop. Les batteries de missiles, c'est un peu comme la base aérienne, c'est-à-dire que ça va vous faire un cercle rond autour d'elle, mais c'est pas un cercle de transport, c'est un cercle de portée. C'est-à-dire que la batterie de missiles va attaquer les unités ennemies. Ça ne vous... En fait, ça vous protège euh, tout en mettant de la pression sur les adversaires. C'est très utile, par exemple, sur une ligne de front entre deux villages de deux empires adverses. Ça vous permet de stabiliser votre position et d'être sûr de ne pas vous faire trop attaquer. Ça, c'est un bonus qui s'applique en zone. Donc un peu comme de la même manière que le centre de maintenance, ça s'applique donc dans la zone et les zones voisines, et ça augmente la puissance de vos unités militaires. C'est très utile donc encore une fois sur les zones de front. Ça a très peu de sens de faire des bases militaires et des batteries de missiles à l'intérieur de votre empire. Je vous conseille de les faire sur les bords et les frontières en danger. L'usine de traitement et l'extracteur d'eau, c'est un peu des bâtiments spécifiques parce qu'il faut être dans des zones spéciales et, avoir fait les technologies correspondantes. Vous voyez que ça rapporterait 20 Solari, l'usine de traitement. Moi qui ne gagne actuellement que 12 par jour, ça serait un énorme avantage. Les usines de traitement, alors ça se trouve avec des ressources un peu comme la source d'énergie, mais vous verrez c'est un symbole d'or, sont un énorme avantage économique.
l'extracteur d'eau, vous voyez que c'est énorme. Parce qu'en gros, moi actuellement dans mes régions, je vais construire, par exemple si je fais un extracteur d'eau ici, 4 fois 3, donc 12 d'eau, alors que l'extracteur d'eau c'est directement 50. Cependant, ça demande d'être à la fosse polaire, qui est en fait une région qui est au milieu de la map, et tout le monde va finir par se battre pour ce point. C'est un point assez important. À côté de ça, on a donc le bâtiment qui permet d'augmenter la connaissance. Je vous ai dit il ne fallait pas rester trop loin en connaissance pour avoir des avancées assez rapides. Donc c'est grâce à ce bâtiment, qui a un certain coût d'entretien. La production d'influence, alors on n'a pas encore vu les votes, mais ça devrait pas trop tarder. En fait, je vous réexpliquerai ça quand on aura le conseil de disponible. Mais en fait, l'influence, c'est des votes temporaires. C'est des votes que vous pouvez cumuler avant un vote et dépenser au moment du vote. C'est aussi une ressource qu'on peut échanger. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir une autre faction et dire j'ai tant d'influence, j'aimerais par exemple tant de Solari en échange. Le centre de données est un bâtiment que je trouve actuellement un peu faible dans le jeu. C'est énormément centré sur le côté agent-espion. Alors je dis pas en multijoueur, ça a sûrement un intérêt puisque il y a plus de chances qu'il y ait des actions néfastes qui soient menées contre vous. Mais dans l'état actuel, je trouve que dans la dynamique du jeu actuellement, ça ne marche pas beaucoup contre TSIA. Mais c'est un bâtiment qui vous permet de faire des renseignements, et les renseignements, on verra ça quand je vous introduirai aux agents. À côté de ça, on a le bureau d'investissement qui peut être un des bâtiments les plus forts ou les plus faibles du jeu. Donc ça demande une amélioration spécifique, la logistique des avant-postes qui est donc ici, donc, quand même relativement loin mais toujours faisable pour l'instant. Mais en fait qu'est-ce que ça fait? Ça applique 2 fois, donc au total 3 fois, le bonus d'une région. Donc vous voyez que là par exemple, le plus 20 d'expérience passerait à plus 60 d'expérience. Ce qui devient un bonus très tendant. Et je vous ai dit que ça c'était pas le meilleur bonus existant. C'était un bonus moyen. Par exemple là, vous voyez que production de main d'œuvre, si on imagine en x3, ça donne un x6. Et sachez que le bâtiment qui donne de la production de main d'œuvre donne moins que le bonus. Donc sur certaines améliorations, c'est très très fort. Donc il faut toujours avoir en tête le bonus de zone quand vous prenez une zone, puisque ce bâtiment peut se révéler extrêmement fort. Enfin, vous avez l'atelier d'artisanat. L'atelier d'artisanat, c'est le bâtiment qui vous permet de générer l'hégémonie. Donc en fait, ça va vous booster l'hégémonie que vous allez produire, et donc potentiellement vous rapprocher d'une des clés pour la victoire du jeu. Alors pour vous montrer les autres types de victoires, va falloir qu'on attende le conseil et les agents, justement. Donc on va continuer un petit peu la partie. Je vais profiter d'avoir une quantité d'autorité assez élevée pour aller récupérer un village supplémentaire. J'hésite juste entre Qualine et... Ouais, si, je vais prendre Qualine au final. Donc là, vous voyez que on voit le désert profond. Alors là, vous vous dites, oh, une force du vent de 10, ça doit être super. Si je fais le calcul du fait, ça voudrait dire que si je crée mon bâtiment d'eau, d'ailleurs, que je vais lancer, ça créerait 30 d'eau. Oh, mais c'est incroyable! Oui, mais non. En fait, le désert profond, il n'y a pas de village. Toute cette zone, c'est une zone où il n'y a pas de village. Donc vous pouvez pas vous y installer. Cependant, et encore pire, en fait, quand vous essayez de le traverser, vos unités vont moins vite et consomment plus de réserves. Donc en fait, c'est très dangereux d'essayer de faire un tout droit dans un désert profond. Vous verrez qu'il y en a plusieurs dans la carte, je sais pas où sont les autres emplacements. Mais donc c'est des zones où il faut être extrêmement précautionneux, parce que les traversées peuvent vous coûter très cher. Ah, vous voyez que j'ai récupéré, donc là, excusez-moi, je vous en avais pas parlé, mais donc, il y a donc les notifications ici. J'ai un combat en cours, j'ai un siège en cours, et en fait mon siège est déjà fini, et je peux récupérer ma ville. Donc on va pas faire attention à ces deux notifications là. Par contre la suivante est très importante. On a notre premier agent. Donc nouveau menu, on a maintenant les agents. Donc ici vous allez avoir tous les agents disponibles. Ici vous allez avoir le contre-espionnage. Alors le contre-espionnage est pas aussi fort
contre des IA puisqu'elles vont pas gagner à l'espionnage. Bon, en tout cas, je l'ai pas encore vu. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas obligatoire de jouer sur le contre-espionnage. C'est utile, mais pas obligatoire. Alors en fait, quand j'ai un agent, je peux l'affecter à différentes positions. Donc le contre-espionnage, comme je vous l'ai dit, en fait, ça va juste considérer que mon agent est dans mon empire et va s'assurer que personne ne fasse d'opération contre nous. Vous voyez qu'il y a un petit timer ici qui indique le temps avant qu'un nouvel agent soit disponible. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul agent, donc il faut que je fasse attention où je vais le positionner. Pour l'instant, je suppose que les autres adversaires ne sont qu'à un seul agent. Et donc vont peut-être pas vouloir m'embêter aussitôt. Donc je vais peut-être pas le positionner en contre-espionnage aussitôt. Je pourrais le placer, par exemple, dans une des 3 factions adverses. Placer un agent dans une faction, ça va pas vous révéler sa base ou quoi que ce soit, ça va juste commencer à monter les niveaux. Vous allez voir, je vais vous expliquer plus tard avec les missions, à quoi servent les niveaux. Vous pouvez les placer dans 4 zones spéciales, on va dire, de la planète, qui sont donc soit Arrakis, soit la Guilde Spatiale, soit le Chaume, ou le Landstrad. Donc le Landstrad, normalement vous l'avez en tête, c'est la réputation. Le Chaume, c'était la vente de l'épice. La Guilde Spatiale, on n'en a pas parlé, mais c'est une des factions majeures aussi. Et Arrakis, donc c'est juste la planète. Je vous conseille pour votre premier agent de le placer dans Arrakis. Vous voyez qu'on a un nombre de places pour les agents. C'est-à-dire que là, je pourrais en placer un deuxième si j'en avais un, mais pas un troisième. Ça me demanderait d'avoir cette recherche scientifique nommée connaissance du terrain. Ça dépend de différentes recherches pour pouvoir avoir accès à donc ces différents emplacements. Là, je l'ai placé sur Arrakis, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va me produire, vous pouvez le survoler pour voir ce qu'il va vous produire en étant dans cette zone. Donc, je vais le déséquiper. Hop. Et vous voyez que je vais gagner un autorité de plus, des renseignements et l'infiltration d'Arrakis. L'autorité, c'est donc la ressource que je vous ai montrée, je vais passer donc à 5 en le plaçant ici. C'est pour ça que je vous conseille de le placer dans Arrakis, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir prendre plus de bases très tôt dans la partie. Ce qui est un avantage non négligeable. Vous allez créer des renseignements, donc les renseignements vont être utilisés dans les missions, je vais vous l'expliquer après. Et finalement, vous allez infiltrer Arrakis. Chaque faction, que ce soit donc les 4 factions, on va dire, inattaquables, ou vos adversaires, peuvent monter de 0 à 3. Ça peut redescendre selon différents facteurs, par exemple le nombre d'agents qu'il y a encore sur la faction, ou certains événements du conseil qu'on verra un peu plus tard. Et donc en fait vous pouvez monter les différents niveaux. À quoi servent les niveaux? On va les voir dans les missions. Dans les missions, quand vous avez assez de renseignements, vous pouvez dépenser des renseignements pour préparer des opérations. Par exemple, l'installation de sonde, qui est la première mission la plus simple, c'est juste une sonde qui permettrait, en fait, je pourrais sélectionner, imaginons, cette zone, là, quand je ne vois pas encore les frontières, mais que je suppose ici, et en fait révéler donc le brouillard de guerre, mais aussi les points d'interrogation. Donc c'est relativement fort, ça évite d'envoyer un éclaireur là-bas, mais ça, imaginez que c'est le plus faible de toutes les missions disponibles, c'est aussi la moins chère. Certains vont avoir des requirements, des prérequis pour les accomplir. Là, vous voyez qu'il me manque des niveaux dans l'infiltration de la guilde spatiale. Donc si j'avais placé mon agent ici, et avec assez de temps, il aurait passé au niveau 1. Et donc j'aurais débloqué le sabotage de l'équipement. Je vais pas vous faire toute la liste, donc il y en a qui sont très forts, qui permettent de faire des plays assez intéressants, mais il y en a surtout 3 qui sont les mêmes en fait, mais très intéressants, parce que c'est une condition de victoire. En fait, pour gagner, vous pouvez vous débarrasser de vos 3 adversaires, soit en détruisant leur base, ce qui est donc assez complexe et requiert au moins une bonne armée. Évidemment, toutes les manières de les tuer sont généralement assez complexes. Et donc il y a aussi l'assassinat. En fait, l'assassinat, ça va vous demander d'avoir un niveau 2 dans toutes les spécialités ici, donc Arrakis, Guild, Chaume, Instrad, et un niveau 2 dans la faction concernée. Donc vous pouvez, si votre plan par exemple c'est d'aller assassiner les trois dirigeants, vous pouvez dès le début placer vos agents dans les
4 factions, dans ces 4 factions là, pour commencer à prendre des niveaux. Puisque vous en aurez forcément besoin pour les 4. Et en fait ça va vous demander donc 500 renseignements, donc c'est une certaine somme, 1000 de Solari, ce qui est aussi une certaine somme, et donc tous les prérequis de niveau que je vous ai dit. Et vous voyez qu'il est marqué assassinat 1 sur 3, donc il faudra le répéter 3 fois, avec des conditions un peu différentes à chaque fois, qui vont monter évidemment. Et en fait, ça va prendre beaucoup de temps, ça peut vos agents peuvent se faire repérer et capturer par la faction adverse. Et en plus, et au contraire, pardon, et une fois que les 3 assassinats ont été faits sur la même faction, le leader de la faction est considéré comme assassiné, et son empire est détruit instantanément. C'est-à-dire qu'il est retiré de la course à l'épice. Si vous le réussissez à le faire sur les 3 factions, vous avez gagné la partie. Vous pouvez très bien mixer vos manières de gagner. C'est-à-dire que vous pouvez éliminer à la filtration les Harkonnen et aller raser militairement les 2 autres factions. Vous n'êtes pas obligé de gagner que d'une seule manière. Vous pouvez mixer. Enfin, vous pouvez mixer les manières de vous débarrasser de vos opposants. À partir de là, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce panneau. Donc on va continuer d'avancer et on voit que le conseil débutera dans 6 jours. Donc on approche enfin de la révélation sur le conseil. Donc là vous voyez que je vais être en avance sur mon planning pour ce qui est de l'épice. Donc j'ai bien fait de mettre en priorité tout en réserve. Puisque maintenant là dès que je vais atteindre 80 ou 81, je vais pouvoir passer ma jauge entièrement à la revente pour me faire de l'argent. Donc voilà, là je sais que je vais passer la prochaine taxe. Votre réserve est sûre, il n'y a pas de manière dans le jeu pour l'instant de la réduire ou quoi que ce soit ou d'en perdre. Vous pouvez juste en vendre dans des événements spéciaux, mais vous le saurez, il n'y aura pas de surprise là-dessus. Donc là je vais complètement inverser, je vais passer en 100 0 pour vendre toute ma production. Et vous voyez que j'ai bien remonté en termes d'augmentation de Solari. J'ai un nouveau village contrôlé, je vois que je suis à 1 d'eau, donc je vous avais dit que normalement on crée nos récolteurs d'eau que quand on était entre 4 et plus. Là je vais peut-être me dire qu'à 3 je vais essayer de l'en faire. Après ça c'est une règle personnelle, vous pouvez très bien faire autrement et vous dire même à 2 j'en fais, enfin voilà, c'est à vous de voir l'équilibre que vous voulez faire. La barre que vous voyez se remplir ici, donc ici c'est la barre de recherche pour la recherche scientifique, là c'est pour le premier conseil, et donc là ici c'est pour le recrutement d'un prochain agent. Alors ici sur la gauche, là c'est la quête de début de partie, donc en fait c'est juste c'est tout le tuto, mais en fait le tuto il est très très basique, il vous dit juste trouver de l'épice, trouver le village, créer une raffinerie et bon courage. C'est-à-dire qu'il est assez léger dans ce sens-là. Donc là il va me faire toutes les étapes du tuto, mais on l'a en fait déjà fait. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il était un petit peu léger. Mais vous aurez des événements qui vont apparaître ici, des événements positifs ou des événements négatifs. Donc il faudra essayer de les gérer au plus tôt. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on recrute des miliciens. C'est-à-dire que c'est pas instantané comme beaucoup de choses dans le jeu. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il y a un décompte qui se fait. Tant que ce décompte n'est pas fait, je n'ai pas de miliciens dans la zone. Et si mon village est attaqué avant que ce décompte soit fini, eh bien le décompte va se stopper et donc mes miliciens ne seront pas prêts. S'il n'y a pas de miliciens dans une zone, vous passez automatiquement dans une résolution de bataille, et donc en fait vous pouvez commencer la capture ou commencer à piller la zone. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des miliciens au moins pour gagner du temps. Hop, encore 2 jours à tenir avant le vote. Vous voyez que j'ai une production de base d'influence, donc là je suis à 87 sur 2. Enfin je suis à 87 et j'en produis 2 par jour.
Quoi d'autre? Donc là pour l'instant mon empire évolue plutôt bien. J'ai une source d'épices, ce qui est donc notre priorité absolue. Là je vais me permettre d'aller chercher rapidement de la production de main d'œuvre assez vite, parce qu'en fait cette production je vais pouvoir la mettre dans ma moissonneuse et gagner plus d'argent. Donc rembourser notamment le coût du bâtiment et avoir plus d'épices à disposition. J'en ai pas parlé parce que c'était un peu spécifique et qu'on y arrive enfin, mais à chaque fois que vous allez payer la taxe, le prix de revente de l'épice va changer. Il peut augmenter ou il peut baisser. Donc parfois, imaginez, donc là 2 on est dans la moyenne globalement, mais imaginons que le prochain cycle, ça ne se revende que à, je sais pas, 0,2. Bah, ça sera peut-être pas très rentable de le revendre à ce moment-là. Donc en fait, je peux me dire, ah, je vais continuer à faire des réserves, parce que le prochain cycle, peut-être qu'il sera pas bénéfique. Donc en fait, j'aurais déjà stacké, et c'est pas grave. Par contre, si le prochain cycle, le cours explose, il passe, imaginons, à 5, ben là, si j'ai déjà fait ma réserve, tant mieux. Parce qu'en fait, je peux, dès le début, repasser à 100-0 et me faire de l'argent très vite, très très vite. Donc il y a toujours un équilibre à se dire, est-ce que j'ai envie d'être prêt pour la prochaine taxe? Est-ce que j'ai envie de gratter un peu d'argent maintenant ou me dire que j'en aurai plus tard? Il y a tout un équilibre là-dessus. Et plus vous serez bien vu auprès d'une Landsrad, plus vous pourrez vendre cher votre épice. Donc en début de partie, c'est pas mal de se faire des stocks, enfin de faire un peu de stock en plus, en vous disant que plus tard ça vous sera très très rentable puisque vous aurez moins à miner, et donc, enfin à récolter. Et donc... Ah, parfait. Donc là, vous voyez ce logo rouge. Excusez-moi, je viens de penser à quelque chose qui va être très très intéressant à faire. Oui, donc ce logo, pas du tout rouge, noir, ça indique des gens qui viennent raid. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se diriger vers un de mes villages et ils vont essayer de le piller. Donc pas de chance, j'ai mon armée qui est stationnée ici. Je sais qu'ils vont pas attaquer la capitale parce qu'ils le feront pas. C'est trop compliqué comme raid. Pas de chance pour eux, ils passent par la zone de ma capitale, ce qui fait qu'ils sont attaqués automatiquement par la capitale, donc ils vont arriver déjà blessés. Dommage pour eux. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est... Donc là, vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul, donc si j'avais mis un milicien en face, bah, il se serait à peu près sorti. Mais parfois, vous aurez des raids de 3-4 raiders en même temps. Et parfois, vous aurez des guerres à côté à gérer, donc ça sera assez important de savoir d'où ils arrivent. Là, vous voyez que j'ai eu une... Donc, le raid a été détecté, on me prévient qu'il s'arrive. Le combat est en cours. Jusque-là, c'est logique, vu que mon armée, vu que ma capitale attaque les raiders. Et ici, vous voyez que j'ai une demande d'échange. Donc là, c'est la maison Harkonnen qui vient me dire on peut faire cet échange. Alors là, c'est un échange qui est pas forcément mauvais en fait. Je viens de m'en rendre compte des quantités qu'ils me proposent. Donc on va l'accepter. Et vous allez voir, on n'est plus à 0, on est déjà monté à 1. Alors, c'est une échelle qui va donc de 100 à moins 100. Et plus, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, plus ça va monter, plus ça va être favorable à Inferno. Je vous conseille, quand les échanges sont comme ici, pas trop mauvais. Alors, ça vient avec l'expérience de se dire qu'un échange est bon ou pas. Là, en fait, l'influence, c'est pas une ressource qui m'est importante pour le moment. En milieu de partie, ça sera beaucoup plus le cas. Mais donc là, c'était intéressant, je récupère des Solari et du Plascrète contre de l'influence qui me sert pas beaucoup pour l'instant. Ok, premier vote dans 4 jours. Alors, les raiders, ils apparaissent pas magiquement sur la carte. C'est-à-dire que là, vous l'avez vu, il arrivait de la gauche, mais on sait pas exactement où. En fait, ils viennent pas d'un village. Ils viennent de ce qu'on appelle un sitch. Désolé, j'ai un peu de mal à le prononcer. Donc c'est des espèces de bases dans les montagnes ou dans le désert, qui sont en fait des factions, encore d'autres factions mineures, on va dire. Et en fait, c'est des factions avec qui soit vous allez pouvoir vous allier, soit vous allez pouvoir les piller, comme un village. Mais
au lieu que ça soit 400 sur un village que vous auriez pu prendre, là ça va être beaucoup plus, mais ça va être beaucoup plus défendu. C'est-à-dire qu'il y aura généralement 8 unités en garnison, donc faut être prêt à affronter les 8 unités. Ce qui n'est pas évident au début de partie. Sur la manière de vous étendre, je vous conseille de repérer au plus vite les prochains plans les prochaines zones d'épices pour en faire la priorité. C'est-à-dire que là, s'ils découvrent de l'épice, je vais très clairement prendre Yeta et prendre le prochain village ici, puisque ça sera le plus intéressant pour moi. Là vous voyez ici, c'est un élément rare. En fait, globalement, vous pouvez penser à de l'or, parce qu'en fait, ça va vous autoriser à créer les bâtiments. Le bâtiment usine de traitement, donc avec la recherche associée, ainsi que le bâtiment atelier d'artisanat, donc régénérer de l'hégémonie. Ces deux bâtiments qui sont assez puissants et qui offrent beaucoup de choses à votre faction. Donc quand vous avez de l'élément rare, je vous conseille d'aller prendre, donc voilà ça vous l'indique, vous pouvez construire ces deux bâtiments là. Je vous conseille de pas de la surprioriser par rapport à de l'épice, puisque l'épice fera plus, mais si vous avez le choix avec d'autres régions, donc par exemple là s'il me révèle pas de l'épice là-bas, peut-être que je vais me dire que je vais m'étendre par ici. Et je crois que je me rends compte de quelque chose d'assez flippant. Je crois qu'il y a une faction qui est juste à côté de moi. Alors vous voyez ici, c'est un ornithoptère, donc une unité d'éclaireur d'une autre faction. Je ne peux pas interagir avec, je ne peux pas le détruire, je ne peux pas le déplacer, je ne peux rien lui faire. Il faut faire attention. Cependant, les ornithoptères sont sensibles à une chose, c'est les tempêtes de sable. Les tempêtes vont apparaître à certains endroits de la carte, au hasard, et vont se déplacer. Quand ça croise vos unités, que ce soit des ornithoptères ou des unités militaires classiques, ça va leur faire des dégâts et ça peut les tuer. Ça peut aussi blesser vos villages et leurs bâtiments à l'intérieur. Donc par exemple si vous avez un bâtiment en construction qui a donc moins de PV, puisque vous voyez les PV monter ici, faut faire très attention à ne pas lancer une construction juste avant une tempête, puisque les dégâts peuvent le détruire. Et là vous avez perdu beaucoup de ressources. Alors, super, on a trouvé une zone spéciale. Donc là par exemple si je vous prends une zone de base, vous voyez l'insigne du village, neutre, l'élément rare, que je vous ai expliqué juste avant, et la force du vent. Et vous voyez il n'y a que ça, en plus du nom et de l'image évidemment. Là on voit le mont Idaho. Donc le mont Idaho il a son nom, il a les ressources à l'intérieur que je ne connais pas encore. Donc là c'est sûrement le village qui est placé ici, la force du vent, mais surtout cette icône de région spéciale. Et en fait, il y a un certain nombre de régions spéciales dans le jeu, et chacune apporte un bonus spécifique. Je vous ai parlé un petit peu à un moment de la fosse polaire, qui est donc en fait une région centrée sur l'eau, qu'on verra dans une autre partie, probablement dans le prochain guide, où je vous montrerai une partie plus avancée. Et en fait, il y a une constante quand vous prenez une région spécifique, c'est qu'elle vous donne toujours 500 d'hégémonie en plus. C'est le bonus des factions, des zones spéciales. Et en plus de ça, donc il y a généralement un gros bonus sur une mécanique spéciale. Ici, c'est les centres de données et les stations d'écoute, donc c'est vraiment centré sur l'espionnage. C'est deux bâtiments très importants pour ce plan de jeu là. Ça vaut parfois le coup de détourner vos plans pour jouer autour d'une région spéciale. Par exemple, si vous étiez à côté de la fosse polaire qui doit se situer à peu près ici, on va dire, et que vous êtes en manque d'eau, peut-être que passer directement par la fosse polaire et la récupérer, en plus de l'hégémonie que ça va vous donner, ça peut être très rentable. Donc là, on voit que le conseil a été ouvert. Donc, on va aller voir pourquoi on va pouvoir voter. Donc, à chaque fois qu'il y aura un vote d'organiser, vous allez voir 3 résolutions disponibles. Donc là, c'est juste, on est en phase de présentation des résolutions. Donc le conseil vous dit voilà, vous allez pouvoir voter dans ça dans X tours, enfin dans X jours. Donc on voit qu'il y a la vitesse de recherche des avancées qui est boostée. Ça tombe bien, on est en train d'en faire, peut-être qu'on votera pour ça. Là, vous voyez en fait cette recherche-là, on peut voter donc sur oui ou non. Soit ça s'applique à tout le monde, soit ça s'applique à personne.
Là, vous voyez qu'il y a la faction élue subie. Donc en fait, on va pouvoir décider pour qui on va vouloir voter. Là, c'est encore une faction, une résolution générique, donc ça s'applique à tout le monde. Il faut savoir qu'il y a certaines factions dans le jeu qui jouent autour des votes, notamment les Harkonnen et les mercenaires, et les contrebandiers, pardon. Donc je vous les présenterai comment ils jouent avec ces résolutions lorsque je ferai leur guide. Et donc globalement, va y avoir cette phase où ça nous présente les recherches, enfin les résolutions. Une phase où on pourra voter pour celle-ci, et une phase où on verra lesquelles ont été appliquées. Vous verrez ici, ces 3 résolutions, vous les verrez ici si elles sont votées, et il y aura marqué la durée pour laquelle elles vont rester. Là, on a la répartition des votes. Vous voyez que moi j'ai 100 votes pour l'instant, parce que je suis une des maisons, donc j'ai le droit de voter de base. Il y a la maison Harkonnen qui a aussi le droit de vote. Par contre, les mercenaires et les Fremen en début de jeu n'ont pas le droit de voter. Quand ils gagnent assez d'hégémonie, ils ont le droit à un certain nombre de votes, et ils ont d'autres mécaniques pour voter. Les maisons mineures, c'est tous les petits villages en fait que vous avez vus, qui vont voter entre guillemets au hasard. Je dis entre guillemets parce qu'il y a des manières de les influencer. Mais c'est lié à chaque faction, donc j'en parlerai à ce moment-là. Vous voyez ici qu'on a les 5 rôles spécifiques. Ces 5 rôles en fait sont des pouvoirs supplémentaires que vous pouvez voter, que vous pouvez faire voter, pour obtenir des avantages lors des votes. Alors par exemple, il y a ici le président du conseil qui est le plus générique à expliquer, c'est-à-dire que lui, quand on présente les votes, les résolutions, excusez-moi, je confonds, il aura un bouton relancer où il peut en fait en changer une complètement, au hasard. Donc il y a les conditions à remplir pour que cette résolution soit présentée, et après il y a les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire que tant que les conditions à remplir n'ont pas été réalisées, la résolution ne tombera jamais. Et en fait, vous devez remplir les conditions d'éligibilité pour être présent au vote. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez. C'est-à-dire que si vous êtes le seul à être éligible, les gens auront le choix entre votre faction et rejeter la mention, la résolution. Ou alors s'il y a plusieurs personnes éligibles, il y aura votre faction, une autre faction, et refuser de voter pour cette résolution. Le seul qui est élu, c'est à la majorité. Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes 2 factions en course pour le rôle de président, peut-être que les 2 autres factions vont juste voter rejeté à chaque fois. Donc, président du conseil, c'est relancer aléatoirement une résolution. Juge du conseil, c'est la formation de garde du Lanstrad. Donc c'est une unité militaire qui ne coûte pas d'argent. Par contre, elle coûte de l'influence. En fait, l'influence ne vous sert que au vote et à l'entretien et à l'achat des votes des gardes du Lanstrad, qui est une unité assez forte, puisqu'en fait elle est immunisée à tous les contrôles et à toutes les réductions de puissance que les autres unités pourront lui affecter. Je vais sauter la gouvernance de Dune pour l'expliquer juste après, enfin après avoir expliqué les deux suivantes. Le syndicat de marchands de l'eau, donc vous voyez que la condition à remplir concerne encore une fois la fosse polaire, qui est donc une zone très très centrale dans le gameplay. En fait, c'est juste un apport en Solari, donc vous allez gagner plus d'argent selon la quantité d'eau que vous avez disponible. Et en fait, le but, c'est de prendre la fosse polaire et de se faire élire au syndicat des marchands de l'eau pour gagner énormément d'argent. C'est le combo, on va dire, le plus simple au vote. L'œil du conseil permet d'obtenir 2 argents supplémentaires, avec un trait spécial, donc c'est un trait beaucoup plus fort que ceux de base. Si vous voulez jouer un gameplay, par exemple sur les infiltrations et les assassinats, c'est une charte très importante à récupérer. Et enfin, la gouvernance de Dune, qui est en fait une des conditions de victoire. C'est-à-dire que si vous remplissez les conditions et que vous remplissez les conditions d'éligibilité, vous pouvez être élu à la gouvernance de Dune. Et si vous n'êtes, si donc vous restez toujours dans les conditions d'éligibilité pendant 40 jours et que personne ne vient vous contester, eh bien vous gagnez la partie. Donc, on va faire un petit résumé sur les conditions de victoire. Donc, il y a la gouvernance de Dune. En fait, si vous êtes élu au vote, tout le monde est d'accord pour dire que vous êtes le gouverneur de Dune. Vous éliminez
soit au vote, soit militairement, 3 de vos 3 adversaires tout simplement. Ou alors la dernière condition de victoire, c'est à l'hégémonie, donc le premier qui arrive à 30 000. Vous voyez que vous avez toujours la vision sur l'avancement de l'hégémonie sur vos adversaires. Vous aurez même des paliers, donc 2000 pour la construction dans la base, 5000 et 10 000, où le jeu va vous prévenir, attention, un adversaire a passé tel palier. Donc vous serez prévenu, vous ne serez jamais pris au hasard, pris par surprise. Il me semble que j'ai vu une bonne partie du jeu pour l'instant. Alors oui, on n'a pas énormément révélé la carte, c'est normal en début de partie. Je vous le montrerai beaucoup plus une fois sur une partie plus avancée. Mais donc là, je vous ai posé les bases, donc ça fait beaucoup de choses à voir. Il reste évidemment plein de choses à voir, notamment toutes les factions, les gameplays de chaque faction, comment est-ce qu'on prend avantage de leurs unités. Mais ça, c'est des choses qu'on verra dans les 4 prochaines parties qui vont suivre, qui sont donc dédiées chacune à une faction. Donc je vais vous laisser là pour l'instant et vous souhaiter une très bonne soirée et j'ai hâte de vous revoir pour le prochain geek qui sont donc centrés sur les Atreides, la maison Atreide. Salut à tous, c'était Noto.